Salut les individus sur YouTube, bienvenue sur Anartube, le réseau anarchiste dans la société du spectacle totalement. Et aujourd'hui on va continuer la lecture de la Révolution russe. Cette fois on commence l'article en lui-même. Et nous sommes en bonne compagnie, comme à chaque fois. Parti. La Révolution russe, histoire critique et vécue. Quelques notes préliminaires indispensables. Donc c'est des notes qui sont notées, donc au sens chiffré. 1. On peut comprendre sous Révolution russe soit le mouvement révolutionnaire entier, depuis la révolte des décabristes en 1825 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire 1934 à l'époque, soit seulement les deux révolutions consécutives de 1905 et de 1917, soit enfin uniquement la grande explosion de 1917. Dans l'exposé qui va suivre, Révolution russe signifiera le mouvement tout entier, première interprétation. En effet, cette méthode est la seule qui permettra au lecteur et à la lectrice, aux lectrices, de comprendre autant que possible la suite des événements et aussi la situation actuelle de 1934 en URSS. Il va de soi qu'une étude quelque peu complète de la Révolution russe exigerait plus d'un volume. Elle ne pourrait être qu'une œuvre de longue haleine réservée surtout aux historiens et historiennes de l'avenir. Il ne s'agit ici que d'une étude sommaire dont le but sera a. De faire comprendre l'ensemble du mouvement, b. De mettre bien en relief ses traits saillants, ses faits essentiels et surtout ses éléments peu ou pas connus jusqu'à présent à l'étranger, et c. De formuler certaines conclusions ou appréciations. 3. Une difficulté considérable consiste dans le caractère très particulier de l'histoire russe en général, comparativement à celle de l'Europe occidentale. À vrai dire, l'examen de la Révolution russe devrait être précédé d'une étude historique générale du pays, ou mieux encore encadré dans cette étude. Mais une pareille tâche dépasserait de beaucoup les limites de notre exposé. Nous essaierons donc, pour parer à la difficulté, d'apporter aux lecteurs, des notions historiques d'ordre général toutes les fois que cela nous paraîtra nécessaire. La Russie au début du 19e siècle, les décabristes entre guillemets, la légende du tsar et le paradoxe russe. L'immensité démesurée du pays, comme on sait la Russie occupe seule la 6e partie du continent terrestre, une population clairsemée, désunie et d'autant plus facile à subjuguer, la domination mongole pendant plus de 2 décennies, des guerres interminables, des troubles et aussi d'autres facteurs moins importants furent la cause d'un fort retard politique, économique, social et culturel de la Russie par rapport à d'autres pays d'Europe. Politiquement, là je me rends compte que le micro est trop loin, je l'ai éloigné pour pas que ce soit trop fort, là j'ai mis trop loin donc c'est pas assez fort. Bref, politiquement, la Russie entra dans le 19e siècle sous le régime d'une monarchie absolue et absurde, tsar autocrate, s'appuyant sur une aristocratie militaire et foncière, sur un clergé nombreux et dévoué, et sur une masse paysanne de plus de 100 millions d'âmes, masse illettrée, primitive, religieuse et entièrement fidèle à son entre guillemets petit père, le tsar. Économiquement, le pays se trouvait à cette époque au stade d'une sorte de féodalisme agraire. Les villes, à part les 2 capitales, Saint-Pétersbourg et Moscou, et quelques autres dans le Midi, étaient peu développées. Le commerce et surtout l'industrie végétaient. La véritable base de l'économie nationale était l'agriculture, dont vivait 90% de la population, mais la terre n'appartenait pas aux productrices directes, les paysans et paysannes. Elle était la propriété soit de l'État, soit de gros propriétaires fonciers, des pomestchiks. Les paysans et paysannes, obligatoirement attachés à la terre et à la personne du propriétaire, étaient des serfs de celui-ci. Ou des serfs, je sais pas si on dit serf ou serf, mais c'est serf avec un S. Les plus gros agrariens et les plus grosses agrariennes possédaient de vrais fiefs hérités de leurs aïeux et aïeules qui elles-mêmes les reçurent de la souveraine premier propriétaire ou première propriétaire en reconnaissant des services rendus, militaires, administratifs ou autres. Les seigneurs avaient le droit de vie et de mort sur ces serfs. Non seulement ils les faisaient travailler en esclaves, mais ils pouvaient les vendre, punir, martyriser et même tuer presque sans inconvénient pour lui. En principe, le F est muet, d'accord. Ah bah là, il y a info de chat, j'ai exactement les 2 commentaires d'affilée disent 2 choses totalement différentes, c'est incroyable. Je crois qu'on prononce le F de serre, en principe le F est muet. Parfait. Bon, je vais le dire comme moi je le sens, et c'est parce que c'est comme ça que marchent les langues. Les plus gros, ça je l'ai lu, la seigneur avait le droit de vie et de mort sur ses serfs.
Non seulement il les faisait travailler en esclaves, mais ça je l'ai déjà lu. Ce servage, cet esclavage de 100 millions d'êtres humains, formait le fondement économique de, entre guillemets, l'État. C'est à peine s'il est possible de parler d'une organisation sociale d'une telle soi-disant, entre guillemets, société. En haut, les maîtres absolus et maîtresses absolues. Le tsar, toute sa parenté, sa cour, sa haute bureaucratie, la caste militaire, le haut clergé, la noblesse foncière ou autre, etc. En bas, les esclaves, paysans serfs de la campagne et le bas peuple des villes, n'ayant aucune notion de vie civique, aucun droit, aucune liberté. Entre les deux, quelques couches intermédiaires, marchands, fonctionnaires, marchandes aussi, employés, artisans et artisanes, incolores et insignifiantes. Il est clair que le niveau de culture de cette société était peu élevé. Toutefois, pour cette époque déjà, une réserve importante s'impose. Un contraste frappant, dont nous aurons encore à parler, existait entre la simple population rurale ou urbaine, inculte et misérable, et les couches privilégiées dont l'éducation et l'instruction étaient assez élevées. Mais à culpa. Non mais parlez comme vous voulez les gens, hein. C'est que qu'on entende le F ou pas de serre, ça va, c'est pas grave hein. Voilà, c'est ça, comme diront Calo. De toute façon, là dans ce cas-là, c'est le contexte qui va décider. Vous tenez bien que je parle pas de serre avec un C dans ce cas-là. De toute façon. L'état de servage des masses paysannes était la plaie saignante du pays. Déjà vers la fin du XVIIIe siècle, quelques êtres humains d'un esprit noble et élevé protestèrent contre cette horreur. Et elles durent payer cher leurs généreux gestes. D'autre part, les paysans et paysannes se révoltaient de plus en plus fréquemment contre leurs maîtres et maîtresses. À part les nombreuses révoltes locales d'une allure plus ou moins individuelle, les masses paysannes esquissèrent même, au XVIIe siècle, révolte de Razine, et au XVIIIe siècle, révolte de Pougatchev. Deux mouvements révolutionnaires d'envergure qui, tout en ayant échoué, causèrent de forts ennuis au gouvernement tsariste et faillirent ébranler tout le système. Il faut dire cependant que ces deux mouvements spontanés et inconscients furent dirigés surtout contre l'ennemi immédiat, la noblesse foncière, l'aristocratie urbaine et les administrations vénales. Aucune idée générale cherchant à supprimer le système social entier pour le remplacer par un autre, plus juste et plus humain, ne fut formulée. Et par la suite, le gouvernement réussit, avec l'aide du clergé et d'autres éléments réactionnaires, à subjuguer les paysans et paysannes d'une façon complète, c'est-à-dire même psychologiquement, de sorte que toute action de révolte plus ou moins vaste devint pour longtemps impossible. Il y a une petite pause dans le texte, je sais pas pourquoi il y a un espace de plus dans le texte là. Bref. Le premier mouvement sciemment révolutionnaire contre le régime, mouvement dont le programme allait socialement jusqu'à l'abolition du servage et politiquement jusqu'à la République, ou au moins jusqu'au régime constitutionnel, se produisit en 1925, au moment où l'empereur Alexandre Ier était mort sans laisser d'héritier direct. La couronne, repoussée par son frère Constantin, allait se poser sur la tête de l'autre frère, Nicolas. Le mouvement sortit non pas des classes opprimées elles-mêmes, mais des milieux privilégiés. Les conspiratrices, profitant de ces hésitations dynastiques, mirent à exécution leurs projets mûris et préparés de longue date. Ils entraînèrent dans la révolte qui éclata à Saint-Pétersbourg quelques régiments de soldats. La rébellion fut brisée après un court combat entre les révolutionnaires et les troupes restées fidèles au gouvernement sur la place du Sénat. Quelques troupes esquissées en province furent étouffées dans le Gers. Les 5 principaux animateurs du mouvement périrent sur l'échafaud. Des centaines d'autres allèrent en prison, en exil ou au bagne. L'émeute ayant eu lieu au mois de décembre, en russe des Cabrés, les réalisatrices de ce mouvement furent nommés décabristes. Ceux de décembre, simplement. Ils appartenaient presque tous et toutes à la noblesse ou aux classes privilégiées. Il y avait à la tête du mouvement quelques officiers de l'armée impériale. Et elles avaient presque tous reçu une éducation et une instruction supérieures. Esprit élevé, cœur noble, et elles souffraient de voir leur peuple sombrer sous un régime d'injustice et d'arbitraire, dans l'ignorance, la misère et l'esclavage. Et elles reprirent les protestations platoniques de leurs précurseuses du XVIIIe siècle et les traduisirent en actes. Ce qui surtout leur fournit l'élan indispensable, ce fut la visite de plusieurs d'entre elles en France, après la guerre de 1912, et la possibilité de comparer ainsi le niveau relativement élevé de la civilisation en Europe avec l'état barbare de la vie populaire russe. Ils rentrèrent dans leur pays avec la ferme décision de lutter contre le système politique et social arriéré qui opprimait leurs compatriotes. Elles gagnèrent à leur cause plusieurs esprits cultivés.
l'un des leaders du mouvement, Pestel, exprima même dans son programme quelques idées vaguement socialistes. Le célèbre poète Pouchkine, né en 1799, sympathisait avec le mouvement sans toutefois y adhérer. Restée tout à fait locale, la révolte fut vite maîtrisée, et le nouvel empereur Nicolas Ier, apeuré, poussa à l'extrême le régime despotique, bureaucratique et policier de l'État russe. Remarque importante, il est indispensable de souligner ici même, qu'il n'y avait aucune contradiction entre quelques mouvements de révolte des paysans et paysannes contre leurs maîtres et maîtresses et oppresseuses, d'une part, et leur vénération aveugle et dévouée pour le entre guillemets, petit père, le tsar, d'autre part. En effet, les mouvements paysans se dirigeaient toujours vers leurs oppresseuses immédiates. Les propriétaires, pomestchik, les nobles, les fonctionnaires, la police. L'idée de chercher le fond du mal plus loin, dans le régime tsariste lui-même personnifié par le tsar, dit de voir en ce dernier l'ennemi principal, le grand protecteur des nobles et des privilégiés, premier noble et privilégié lui-même, ne venait jamais à l'esprit des paysans et paysannes. Au contraire, il considérait le tsar comme une sorte d'idole, d'être supérieur placé au-dessus des simples mortels, de leurs petits intérêts et faiblesses, pour mener à bon port les graves destinées de l'État. Et elles étaient inébranlablement convaincues que le tsar ne leur voulait à eux ses enfants, entre guillemets, que du bien, mais que les couches intermédiaires privilégiées, intéressées à conserver leurs droits et avantages, s'interposaient entre le monarque et son peuple afin d'empêcher le premier de connaître exactement les misères du second, afin surtout de les empêcher tous les deux de venir l'un à l'autre. Ils étaient persuadés que si le peuple et le tsar parvenaient à s'aboucher directement, ce dernier, momentanément trompé par les privilégiés, se pencherait sur les misères des paysans et paysannes, les libérerait et leur donnerait la terre. Aussi, tout en se révoltant parfois, plutôt individuellement, contre leurs maîtres immédiats, les plus cruels, les paysans et paysannes, attendaient avec espoir... excusez-moi, j'ai lu n'importe comment là, c'est la fatigue. Et le chaud, il fait un petit peu chaud chez moi là. Voilà. Aussi, tout en se révoltant parfois, plutôt individuellement, contre leurs maîtres et maîtresses immédiats les plus cruels, les paysans et paysannes attendaient, avec espoir et résignation, le jour où le mur dressé entre eux et le tsar serait tombé et la justice sociale rétablie pour ce dernier. Le mysticisme religieux aidant, Yel considérait la période d'attente et de souffrance comme imposée par Dieu en guise de châtiment et d'épreuve. Yel s'y résignait avec une sorte de fatalisme primitif. Cet état d'esprit des masses paysannes russes était extrêmement caractéristique. Il s'accentua encore au cours du XIXe siècle, en dépit d'un mécontentement croissant et des actes de révolte individuels ou locaux de plus en plus fréquents. Les paysans et paysannes perdèrent patience. Néanmoins, en leur masse, elles attendaient avec d'autant plus de ferveur le tsar libérateur. Cette entre guillemets légende du tsar fut le fait essentiel de la vie populaire russe au XIXe siècle. En l'ignorant, on n'arriverait jamais à comprendre les événements qui vont suivre. La légende du tsar nous expliquera certains phénomènes importants de la vie russe, lesquels, autrement, resteraient mystérieux. D'ores et déjà, elle nous explique pour une bonne part ce paradoxe essentiel russe auquel nous venons de faire allusion, qui jadis frappa l'esprit de beaucoup d'Européens et d'Européennes, et qui continuera presque jusqu'aux abords de la révolution de 1917. D'une part, nombre de gens cultivés, instruits, avancés, qui veulent voir leur peuple libre et heureux, gens qui, à la page de l'époque, luttent même pour l'émancipation totale des classes laborieuses, pour la démocratie et le socialisme. D'autre part, ce peuple lui-même, qui ne fait rien pour son émancipation, à part quelques révoltes spontanées, sans envergure ni importance. Peuple qui reste obstinément prosterné devant son idole et son rêve, peuple qui ne comprend même pas le geste de ceux qui se sacrifient pour lui. Les années 1825-1860. Aucun mouvement important n'est à signaler jusqu'aux années 1860. Toutefois, quelques traits saillants sont à noter. 1. Le renforcement progressif du régime absolutiste, de l'état bureaucratique et policier sous Nicolas Ier, c'est-à-dire de 1825 à 1855. 2. Le mécontentement grandissant des masses paysannes et le nombre de plus en plus élevé d'actes de rébellion contre les pomestchiks. 3. L'essor assez rapide et considérable de l'industrie et de l'enseignement, un certain progrès technique, amélioration des voies de communication, premier chemin de fer reliant Saint-Pétersbourg à Moscou, création de nombreuses écoles, etc. 4.
et ce sera le dernier point, l'évolution rapide et importante de la couche intellectuelle. Dans un pays aussi grand que la Russie, la jeunesse était nombreuse dans toutes les classes de la population et son nombre augmentait vite. Quelle était sa mentalité en général? Laissant de côté la jeunesse paysanne, nous avons à constater que les jeunes générations plus ou moins éduquées professaient des idées avancées. Les jeunes du milieu du 19e siècle admettaient difficilement l'esclavage des paysans et paysannes. L'absolutisme les choquait aussi de plus en plus. L'étude du monde occidental donna l'éveil à leurs pensées. L'essor des sciences naturelles et du matérialisme les impressionna fortement. D'autre part, ce fut vers la même époque que la littérature russe, s'inspirant des principes humanitaires et généreux, prit son grand élan, en exerçant une influence puissante sur la jeunesse. En même temps, économiquement, le travail des serfs ne répondait plus aux exigences de l'époque, ce dont on se rendait compte aisément. Pour toutes ces raisons, la couche intellectuelle, la jeunesse surtout, se révéla vers les années 60 théoriquement émancipée. Elle se dressa contre l'absolutisme et contre le servage. Ce fut alors que naquit le fameux courant du nihilisme, et du même coup le conflit aigu entre guillemets, les pères et les fils. Fin de la citation. Les deux générations successives. Peint magistralement par Tourguenieff dans son roman paru sous le même titre. Le roman qui s'appelle Père et Fils, que j'ai pas lu, hein, je connais pas. Le gouvernement de Nicolas Ier, réactionnaire à outrance, se refusait à tenir compte des réalités et de l'effervescence des esprits. Au contraire, il lança un défi à la société. En effet, c'est à cette époque que furent créées la police politique, le corps spécial de gendarmerie, etc., afin de mater le mouvement. Les persécutions politiques prirent libre cours, la censure sévissait. Rappelons-nous qu'à cette époque, le jeune Dostoïevski faillit être exécuté et alla au bagne pour avoir adhéré au groupe d'études sociales absolument inoffensif de Petratchevski. Que le premier grand publiciste et critique russe, Belinsky, arrivait à grand-peine à faire entendre sa voix, qu'un autre grand publiciste, Herzen, dut s'expatrier, et ainsi de suite, sans parler des révolutionnaires accomplis tels que Bakounine et autres. Toute cette répression ne réussit guère à apaiser l'excitation dont les causes étaient trop profondes. Elle réussit encore moins à améliorer la situation. En guise de remède, Nicolas Ier serrait de plus en plus la vis bureaucratique. Sur ces entrefaites, la Russie fut entraînée dans la guerre de Crimée. Les péripéties de cette guerre ont démontré avec évidence la faillite du régime. Les plaies politiques et sociales furent mises à nu. Nicolas Ier mourut en 1855, parfaitement conscient de cette faillite, mais impuissant à y faire face. On peut supposer que la dépression morale qui en résulta précipita sa mort. Les années 1860-1881. Les réformes. Un nouveau mouvement révolutionnaire. La Narodnaya Volia. L'assassinat du tsar. L'absolutisme, la légende et le paradoxe survivent. Tout ça c'est le titre. On perd souvent à la fin, nous. Alors c'est pas un jeu, hein, c'est pas une question qu'on perd ou pas, c'est... Mais oui, effectivement, il y a un bilan globalement négatif du côté anarchiste et même révolutionnaire en général. Ce fut son fils et successeur, l'empereur Alexandre II, qui dut faire face à la situation. Le mécontentement général, la pression des couches intellectuelles et avancées, la peur d'un soulèvement des masses paysannes et enfin les désavantages économiques du régime de servage l'obligèrent, malgré une résistance acharnée des milieux réactionnaires, à prendre résolument la voie des réformes. Il se décida à mettre fin au régime purement bureaucratique et à l'arbitraire absolu des pouvoirs administratifs. Il entreprit une modification sérieuse de tout le système judiciaire. À partir de l'année 1860, les réformes se succédèrent d'une façon ininterrompue. Les plus importantes furent l'abolition totale du servage en 1861 et la création, dans les villes et à la campagne, des unités d'auto-administration locale. Le Gorodskoye Samoupravlenie et le Zemstvo, sorte de municipalité urbaine et rurale, avec droit de self-government dans certains domaines de la vie publique, enseignement, hygiène, voies de communication, etc. Tout en étant importantes au regard de la situation de la veille, les réformes d'Alexandre II restèrent néanmoins bien timides et très incomplètes par rapport aux aspirations des couches avancées et aux besoins matériels à satisfaire. Aussi furent-elles loin de donner satisfaction à la société. En effet, la presse resta muselée comme auparavant. Aucune liberté civique ne fut octroyée. La classe ouvrière naissante n'avait aucun droit civil. La noblesse et la bourgeoisie restèrent les classes nettement dominantes et, surtout, l'absolutisme politique resta intact. Mais le point le plus faible des réformes fut la condition dans laquelle le servage a été aboli.
Les gros et grosses propriétaires fonciers et foncières, après avoir vainement lutté contre toute atteinte à la loi du servage, firent leur possible pour que cette réforme fût réduite au minimum. Ils y réussirent pleinement. Les paysans et paysannes obtinrent leur liberté individuelle, mais elles durent la payer cher. Et elles reçurent des lots de terrain tout à fait insuffisants. De plus, elles furent astreints à payer, pendant plusieurs dizaines d'années, en plus des contributions d'État, une forte redevance aux anciens et anciennes seigneurs pour les terres aliénées. Entre parenthèses, il est à noter que les 100 millions de paysans et paysannes reçurent en tout à peu près le tiers du sol, l'autre tiers furent gardés par l'État, et un tiers environ resta entre les mains des propriétaires fonciers. Une telle proportion condamnait la masse paysanne à une existence de famine et la maintenait, au fond, à la merci des pomestchiks. Fin de parenthèse. Les insuffisances et les défauts des réformes d'Alexandre II se firent sentir déjà vers les années 1870. La vie de la vaste masse paysanne était misérable. La population laborieuse des villes restait sans défense contre l'exploitation croissante. L'absence de toute liberté de la presse et de la parole, ainsi que l'interdiction absolue de tout groupement politique ou social, rendait impossible toute circulation d'idées, toute critique, toute propagande, toute activité politique ou sociale donc, au fond, tout progrès de la société. La population ne consistait qu'en des entre guillemets, sujets soumis à l'arbitraire et de l'absolutisme et n'ayant aucun droit de protester, de réclamer ou de vouloir changer cet état de choses. Et quant à la masse paysanne, elle était plutôt un troupeau de bêtes, de sommes réduits à une existence obscure, à une ignorance totale et à la corvée de nourrir l'État. Les meilleurs représentants de la jeunesse intellectuelle se rendirent rapidement compte de cette situation lamentable. Ceci d'autant plus que les pays occidentaux jouissaient déjà à cette époque d'un régime politique et social relativement avancé. Dans les années 1870, l'Europe occidentale se trouvait en pleine lutte sociale. Le socialisme commençait sa propagande intense, et le marxisme abordait la tâche d'organiser la classe ouvrière en un puissant parti politique. Il est donc tout à fait naturel que, vers cette époque, des groupements clandestins se soient formés en Russie, pour lutter contre le régime abject, et avant tout pour répandre dans les classes laborieuses l'idée de l'affranchissement politique et social. Ces groupements se composaient d'une jeunesse ardente des deux sexes, et des deux genres du coup, et même de tous les genres, éduqués par les meilleurs publicistes russes. Entre parenthèses, malgré la censure, ces derniers réussissaient tout de même à propager leurs idées au moyen d'articles de revues écrits d'une manière en quelque sorte conventionnelle. Fin de parenthèse. Et aussi par le mouvement d'idées à l'étranger, se consacrer entièrement avec esprit sublime de sacrifice à la tâche de porter la lumière aux masses travailleuses. Ce fut alors que se forma ce vaste mouvement de la jeunesse russe intellectuelle, laquelle, en nombre considérable, abandonnant la famille, confort et carrière, s'élança entre guillemets vers le peuple afin de l'éclairer. Entre parenthèses, d'autre part, une certaine activité terroriste contre les principaux serviteurs du régime prit son essor. Entre 1870 et 1880, quelques attentats eurent lieu contre des hauts fonctionnaires. Il y eut aussi des attentats échoués contre le tsar. Fin de parenthèse. Le mouvement aboutit à une catastrophe. Presque tous les propagandistes furent repérés par la police, arrêtés et envoyés en prison, en exil ou au bagne. Le résultat pratique de l'entreprise fut nul. Il devint évident que le tsarisme présentait un obstacle insurmontable à l'éducation du peuple. De là, il n'y a qu'un pas jusqu'à la conclusion logique que voici. Puisque le tsarisme est un obstacle insurmontable, il faut commencer par le supprimer. Cette conclusion poussa la jeunesse meurtrie, désespérée, à la formation d'un groupement qui se donna pour but l'assassinat du tsar. Deux éléments appuyèrent cette décision. 1. L'idée de châtier, entre guillemets, publiquement l'homme qui, par ses prétendues, entre guillemets, réformes, ne fit que duper les masses. Donc l'idée de pouvoir dévoiler la duperie devant les masses en attirant leur attention là-dessus par un acte de châtiment violent formidable. Et 2. L'espoir de pouvoir en même temps démontrer au peuple, par la suppression du tsar lui-même, la fragilité, la vulnérabilité, le caractère commun, fortuit et passager du régime. En somme, on espérait pouvoir tuer ainsi, une fois pour toutes, entre guillemets, la légende du tsar. Certains membres du groupement allaient même plus loin encore. Ils admettaient que l'assassinat du tsar pourrait servir de point de départ à une vaste révolte, laquelle, le désarroi aidant, aboutirait à une révolution et à la chute immédiate du tsarisme. Le groupement prit le nom de Narodnaya Volya, volonté du peuple. Après une minutieuse préparation,
il exécuta son projet. Le 1er mars 1880, le tsar Alexandre II fut assassiné. Le geste resta incompris. Les paysans et paysannes, fascinés depuis plus d'un siècle par l'idée que le tsar ne leur voulait que du bien, et que la noblesse s'opposait par tous les moyens à ses bonnes intentions, entre parenthèses, ils envoyaient une preuve de plus dans l'obligation de payer une lourde redevance pour leur lot de terrain, obligation qu'ils attribuaient aux intrigues de la noblesse, fin de parenthèse, accusèrent cette dernière d'avoir assassiné le tsar pour venger l'abolition du servage. Le tsar fut assassiné, non pas la légende. Le lecteur ou la lectrice verra plus loin par quelle sorte d'événements l'histoire se chargea par la suite de déduire celle-ci. D'autre part, la cour ne manifesta pas tant de désarroi. Le jeune héritier Alexandre, fils aîné de l'empereur assassiné, prit immédiatement le pouvoir. Les chefs du parti Narodnaya Volnia furent exécutés. Des mesures de répression très sévères réduisirent le parti entier à une impuissance complète. Le nouvel empereur Alexandre III, vivement impressionné par l'attentat, reprit le chemin de la réaction violente. Les réformes, déjà si insuffisantes de son prédécesseur, lui parurent au contraire plus causées. Il les jugea déplacées, dangereuses. Il mit à profit le meurtre de son père pour les combattre. Il s'employa à dénaturer leur esprit, à contrecarrer leurs effets par une série de lois réactionnaires. L'État bureaucratique et policier reprit ses droits. Tout mouvement libéral fut étouffé. Les masses furent condamnées à rester dans leur situation d'obscurs troupeaux, bons à exploiter, privés de tout droit humain. Le entre guillemets, paradoxe russe, c'est-à-dire le fossé insondable entre le niveau de culture et les aspirations des couches éduquées d'une part, et l'existence sombre et inconsciente du peuple d'autre part, resta intacte. Dans ces conditions, l'activité révolutionnaire allait fatalement renaître. C'est ce qui arriva bientôt, en effet. Mais cette fois, l'aspect et l'essence même de cette activité changèrent totalement. Et ça, on verra comment à la prochaine lecture. Salutations les individus de YouTube.